Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les rues de Calais envahies par des milliers de manifestants venus protester contre la vague de licenciements en France. C'est le Parti communiste qui avait organisé cette journée de protestation aux côtés des petits lus de Calais. Contre les risques de disparition du monde rural, la FNSEA mobilise un peu partout en France. Luc Guyot veut sensibiliser l'opinion publique. De nombreux agriculteurs ont répondu à l'appel, mais les chiffres sont en deçà de l'espoir affiché. Drame de la route en région parisienne. 5 jeunes d'une même voiture ont été tués, percutés par un autre véhicule dont les occupants ont pris la fuite. Ils ont été appréhendés. Ils sont actuellement interrogés par la police. Les 75 ans de la reine Elisabeth II dans l'intimité du château de Windsor. Une souveraine qui continue de régner inlassablement malgré les quelques scandales qui secouent la monarchie. Quel est donc point d'orgue de la contestation et de la résistance sociale, tout un symbole pour le Parti communiste qui organisait aujourd'hui dans la ville, touché par les plans de licenciement de Danone, un défilé de plusieurs milliers de manifestants méthodiquement amenés par cars entiers. Dans l'un des derniers bastions du PC, ils étaient 25 000 selon les organisateurs, 14 000 selon la police, à former un cortège défilant sous les couleurs de la CGT avec en tête quelques leaders communistes, présidents de groupes parlementaires ou encore Arlette Laguillet de lutte ouvrière. Autant dire que les petits lus et salariés menacés de licenciement étaient encadrés par le gratin de la gauche contestataire. Nathalie Moisan, Fabrice Dujardin. Bon, d'abord, bonjour à tous. Et puis, tous les courageux qui sont là, je pense que c'est ceux qui ont raison. Sur les autoroutes du Nord, ce matin, des dizaines de bus convergent vers Calais. Des usines Lu de Jussy, Château-Thierry, Nantes, ils sont venus en masse, comme Françoise et Eric, salariés à Évry, l'une des usines qui doit fermer. Pour défendre leur emploi, ils ont écourté les vacances et emmené leurs 4 enfants. Là, on a des salaires honnêtes et puis après, on n'aura plus rien. Et même quand on retrouvera du boulot, on ne retrouvera pas ce qu'on a là, quoi. Et puis c'est vrai que bon, on est trop habitué à travailler là. On a quand même donné, nous, 11 ans de notre vie, c'est quand même beaucoup. Et puis on va tout perdre. Éric et Françoise d'autant plus écœurés qu'ils viennent de recevoir la plus importante prime de participation au bénéfice de l'U qu'ils n'aient jamais perçue. Mais à Calais, l'ampleur de la mobilisation leur met du baume au cœur. Oh, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment, apparemment, ça prend de l'ampleur et c'est bien, quoi. On aura peut-être plus de chance à avoir ce qu'il faut et peut-être à ne pas fermer. Sur le côté, certains regardent la manifestation avec amertume. Il y a un an, Jean-Pierre a été licencié par Unilever, un autre géant de l'alimentaire. Notre usine est fermée depuis le mois d'avril de l'année dernière. Donc il y a eu 450 licenciements pour les mêmes raisons que l'U, c'est-à-dire trop de profit. Beaucoup de ceux qui défilent ont de la famille ou des amis à l'usine de Calais. Les gens au bout de 30 ans, au moment d'arriver à la retraite, on les jette à l'air comme un vieux pull. Donc ça, je ne mets pas. Une manif, même réussie, peut-elle changer le cours des choses ? En rentrant à Paris, Éric et Françoise sont confiants. Leur colère a reçu un large soutien populaire. Le Parti communiste, après ses déboires lors des dernières municipales, reprend des couleurs en se voulant maître d'œuvre de cette contestation sociale tous azimuts. C'est bien le sens du discours de Robert Hue qui a porté au plan politique contre le gouvernement Jospin les vagues de licenciements en France. Reportage Thierry Clopeau et Nathalie Berthier. Calais, dernier grand bastion communiste. Calais et ses salariés de l'U frappés de licenciement. Depuis l'échec aux dernières municipales, le PC est dans le rouge au sein de la gauche plurielle. Rien de tel alors qu'une grande lutte sociale au grand jour pour tenter de se refaire une santé politique. Nous sommes dans une véritable situation de déferlante néolibérale. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je considère que les mesures annoncées par le Premier ministre sont notoirement insuffisantes, qu'il en faut d'autres. Devant près de 20 000 manifestants, Robert Hue a demandé en fait l'interdiction pure et simple des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Lionel Jospin n'est pas prêt à aller aussi loin et Michel de Messine a apparemment du mal à se faire entendre au sein du gouvernement, même si elle exprime sa solidarité. On ne peut plus accepter d'être impuissant devant ces menaces alors que les entreprises vont bien et qu'elles font des bénéfices. Cet après-midi, c'est toute la gauche protestataire qui s'est retrouvée dans cette journée de la résistance sociale. Arlette Laguillet, aux côtés du PC, était aussi du combat.
La manifestation de Calais aujourd'hui va être qu'une première étape dans une mobilisation encore plus large qui obligera ce gouvernement à faire une loi qui interdise les licenciements. Cette grande manifestation de Calais pourrait bien être le ballon d'oxygène politique tant espéré par le Parti communiste français. Un PC qui espère ainsi se rapprocher de son électorat populaire et de faire oublier la dernière déroute électorale des municipales. Une actualité sociale chargée ce samedi avec l'inquiétude du monde rural qui subit de plein fouet et coup sur coup deux crises, celle de la vache folle et de la fièvre afteuse. À l'appel de la FNSEA et d'autres organisations, dans quasiment tous les départements de France, des opérations pour sensibiliser les Français au risque de disparition de l'élevage. À quelques jours de la réunion à Matignon, Luc Guyot, le patron de la FNSEA, lance un cri d'alarme, égratignant au passage la politique de Jean Glavany. À La Roche-sur-Yon, Caroline Pham et Stéphane Alérang. Une marche silencieuse, pas de slogan, mais surtout un message. Luc Guyot en tête, la FNSEA voulait que ce défilé soit un rassemblement du monde rural, pas une manifestation. Les éleveurs expriment leur détresse, soutenus par une population qui veut sauvegarder son territoire. C'est très important que tout le monde rural soit derrière les agriculteurs ou avec les agriculteurs, parce que c'est l'avenir du monde rural qui est en cause. Lorsque l'élevage sombre, c'est toute une idée du monde rural qui est en cause, parce que l'élevage est avant tout le cœur du milieu rural. Jeudi prochain, Luc Guyot sera reçu par Lionel Jospin. Le président de la FNSEA insiste, il faut un accompagnement d'urgence. Il faut aussi des solutions à plus long terme, un plan qui relancerait la filière. Première chose, appliquer les engagements qui ont été pris et que les aides qui ont été décidées maintenant, voilà plus de 3 mois, soient enfin payées car les agriculteurs n'ont rien touché. Deuxième chose, qu'il y ait d'autres moyens qui soient donnés parce que cette crise dure et que dans les élevages aujourd'hui, c'est la catastrophe économique. Catastrophe pour les uns, inquiétude pour les autres. Ce patrimoine et cet art de vivre, tous ont peur de le perdre. Des secteurs comme l'agroalimentaire et le machinisme sont touchés, les commandes de bâtiments agricoles sont gelées, le découragement gagne du terrain. Je voudrais m'installer avec mes parents sur la ferme familiale. Aujourd'hui, les temps sont durs. L'avenir n'est pas joyeux. Les chiffres le confirment, les jeunes sont de moins en moins nombreux à s'installer. Comme les autres, ils tirent pourtant un bilan positif de cette journée, même si ailleurs en France, la mobilisation était très inégale. Et traditionnellement, les sondages politiques de fin de semaine, avec, selon un sondage IFOP, Journal du Dimanche, la baisse de popularité de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Chacun perd 4 points. Ce mois-ci, le président de la République obtenant 56% d'opinion favorable, Lionel Jospin réunissant, lui, 48% de personnes satisfaites. J'en viens maintenant à ce tragique accident qui s'est produit à l'Aube en région parisienne. Une collision entre 2 voitures a provoqué la mort de 5 personnes, tous des jeunes, occupant le même véhicule. Ajoutons à cela que les 2 passagers de l'autre voiture qui a provoqué l'accident ont pris la fuite avant d'être arrêtés et interrogés par la police. Fabrice Hauss et Bernard Appé. Sur la bande d'arrêt d'urgence, ce goudron brûlé rappelle l'accident. Voici la carcasse qu'ont trouvée ce matin les pompiers peu après 5 heures. 4 hommes et une femme, tous âgés d'une vingtaine d'années, sont tués. Ils sortaient à peine de boîte de nuit. La voiture responsable, c'est cette berline. Son chauffeur conduit trop vite et sur l'autoroute, les 2 voies sont occupées par la Citroën des victimes et une autre voiture qui la double. Derrière, le conducteur ne parvient pas à freiner. Il percute la Citroën qui fait des tonneaux et s'embrase. Circonstance aggravante pour le conducteur et le passager mis en cause. Les 2 hommes ont pris la fuite juste après l'accident. Lorsque la brigade anticriminalité les a arrêtés, ils se trouvaient à la gare de Rungis. Le conducteur a été interpellé par d'autres services de police peu de temps après l'accident. Il a pris la fuite et a été interpellé. Il avait un taux d'alcoolémie positif? Tout à fait. On attend les résultats de l'analyse de sang. Ces résultats viennent de tomber. Un peu plus d'1 gramme par litre pour le conducteur, pour une limite fixée à 0,5 g. Âgé de 32 ans, l'homme prétend s'être assoupi avant l'impact. Dans le Bas-Rhin, cet après-midi, les obsèques de cet instituteur soupçonné de pédophilie qui s'était suicidé il y a 10 jours. Une commune divisée, certains croyant à son innocence. Et la cérémonie religieuse reflétait bien la gravité et la tristesse d'une partie de ses habitants, avec à quelques centaines de mètres de là, des dizaines de peluches marquant la solidarité à l'égard des enfants potentiellement victimes. Grégoire Tournon, Sylvain Gauthier. L'église de Zittersheim était trop petite pour accueillir les nombreuses personnes venues rendre un dernier hommage à l'instituteur du village. Plus d'1 semaine après le suicide de Paul Jacquin, ses proches restent persuadés de son innocence.
Paul était un ami personnel, donc qui venait donc chez moi régulièrement, donc on le connaissait très très bien. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas pensable. L'instituteur est accusé d'attouchement sexuel sur des élèves et pourtant le maire de Zittersheim a tenu à honorer sa mémoire en rappelant son implication dans la vie locale. N'oublions pas ce temps qu'il a passé parmi nous pour nos enfants. N'oublions pas ce qu'il a été pour nous tous, ce qu'il a donné du meilleur de lui-même. Les fleurs déposées devant les grilles de l'école pour leur ami commencent à faner et les peluches fleurissent. Un geste de solidarité pour faire entendre cette fois la voix des enfants. Je trouve qu'il est fait honneur à une personne qui a abusé de nos enfants et en aucun cas on a fait quelque chose pour nos enfants et c'est déplorable toute cette manifestation comme si c'était un héros. On ne sait plus où on va, on ne sait plus du tout où on va quand on sait que la parole des enfants est mise en doute, on ne sait plus du tout où on va. Tristesse et incompréhension des uns, douleur et détresse des autres, Zittersheim semble véritablement coupé en deux. À Vimy, il fait bon rentrer chez soi, le retour presque à la vie normale. Les quelques 12 000 habitants de la région évacués il y a une semaine ont commencé à se réinstaller. Et si les mesures de dédommagement annoncées par Lionel Jospin sont globalement bien acceptées par la population, restent les difficultés des commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires s'enfoncer. Patrick Fandiot, Ludovic Tourte. Cécile et Frédéric voulaient une cérémonie intime. C'est raté. Cet après-midi, les habitants de Vimy ont cru assister à un petit mariage princier. Caméra et objectif pour cette union qui aurait dû être célébrée il y a une semaine. Le symbole d'un retour à la vie normale. Pour les mariés, c'est important puisqu'ils n'ont jamais voulu des morts. J'leur avais proposé d'ajourner d'une semaine. Et non, ils ne voulaient pas. Et ils voulaient même, ils étaient d'accord même pour qu'on le fasse à un autre endroit. Mais on était obligé de le faire sur le territoire de Vimy. Mais on a retrouvé une solution. Mais tout n'est pas si normal. À quelques mètres de la mairie, le marché, comme tous les samedis. Aujourd'hui, il y a 3 fois moins de clients que d'habitude, aux grandes dames des commerçants. Si j'avais su, je ne serais pas venue. Parce que les gens, c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi, mais il faut d'abord qu'ils se réhabituent un peu à leur intérieur. Hein. Le préjudice subi par les commerçants sera examiné au cas par cas dans quelques semaines. Pour les particuliers, la procédure est plus simple. 1 000 francs d'indemnité par adulte, 500 francs par enfant. Alors donc ça vous fait 4 000 francs. Voilà. Il vous suffit de remplir cet imprimé correctement, de nous donner la photocopie de votre livret de famille. Certaines personnes vous diront c'est jamais assez. Bon, mais moi oui, pour moi oui, disons. Bon, du moment qu'on rentre un peu dans ses frais, voilà. Hein, bon, là on rentre dans ses frais, on est rentré chez soi, c'est déjà un très grand point. Sur le site du dépôt, les travaux de sécurisation sont terminés. Le génie militaire est formel, même en cas d'explosion, il n'y aurait plus aucun risque pour les riverains. Toutes les caisses de munitions sont isolées les unes par rapport aux autres. Donc admettons un petit accident, une munition spontanément vient à exploser, elle ne contaminera pas le reste du dépôt. Tous les éclats seront piégés par les caisses de terre d'1 mètre cube qui sont situées sur les 4 faces de cette caisse. C'est avec le sentiment du devoir accompli que les démineurs quittent les lieux, en emportant avec eux quelques photos souvenirs d'une mission exceptionnelle. La solidarité du monde du football, les supporters d'Amiens ont décidé d'offrir une partie de la recette aux victimes des inondations. Le match tant attendu qui oppose depuis quelques instants le Petit Poucet Amiens contre l'équipe de Troyes sort donc du cadre sportif, une façon de conforter ces riverains touchés depuis des semaines par la montée des eaux. Sandrine Papin et Thierry Breton. Thérèse et René Novak font partie des derniers maraîchers amiénois. Comme leurs 5 autres confrères, ils ont tout perdu. Le travail d'une saison anéanti par les inondations. Tout ça, c'est de la terre, hein, tout ça. On dirait des étangs. Qu'on cultive salade, radis, oignons verts, poireaux, carottes. Et bien là, on se trouve sur un étang de terre. C'est émouvant. Quand on voit ça, c'est émouvant. Moi, je n'ose même plus regarder derrière la maison. Depuis un mois, le paysage n'a pas changé, la vie est la même. À quelques centaines de mètres, la fête du football se prépare. Une demi-finale de la Coupe de France, du jamais vu à Amiens. Un moment de bonheur dans un contexte difficile. Pour dire, la vie continue. Nous voulons cette fête, cette rencontre qui va amener du public. Et ce public, ça nous fait un peu chaud au cœur parce que on sait qu'ils sont un peu avec nous, quoi. Cette demi-finale, le club d'Amiens l'a dédiée à tous les sinistrés.
L'ASC a décidé de reverser une partie de sa recette à une association des inondés, soit 50 000 francs. Donc je voulais, puisque apparemment pour le moment et provisoirement, après une petite ondée, on est sous le signe du soleil, je me disais simplement que c'était important que ces gens-là sachent qu'on pense à eux et qu'on voulait qu'ils aient un peu de bonheur avec nous si on pouvait. Un élan de solidarité qui ne se dément pas et que chacun approuve. Si ça nous donne un peu de soleil sur une pelouse qui est un peu détrempée, et puis si on arrive à gagner ce soir, quelque chose de meilleur, pour une fois c'est une bonne vocation d'amener de l'argent pour une bonne cause, quoi. Et le Petit Poucet Amiens a bel et bien l'intention de continuer l'histoire. Objectif, redonner le sourire. Le sommet des Amériques au Québec, ponctué par les manifestations anti-mondialisation, malgré de très importantes forces de police. Certains ont réussi à pénétrer dans le périmètre où se tenaient les délégations, un tour de force qui a contraint les autorités à repousser d'1 heure la cérémonie d'ouverture. Étienne Lénart. Au train où vont les choses, il va être de plus en plus difficile désormais de trouver sur la planète Terre une ville qui acceptera d'abriter une rencontre internationale. Pour le sommet annuel des Amériques, la ville de Québec avait bien tenté d'ériger un grillage de 3 mètres de haut pour se prémunir d'éventuelles manifestations. Quel beau métier policier, hein. Belle confiance. Peine perdue. Hier soir, après quelques affrontements brefs et violents, après quelques drapeaux américains brûlés, quelques grenades lacrymogènes échangées, plusieurs centaines de jeunes ont réussi en 3 endroits différents à ouvrir des brèches en faisant plier ce grillage qui, sur le plan symbolique en tout cas, aura tout à fait rempli sa mission. Ce périmètre de sécurité est très fortement symbolique de l'immense fossé qui existe entre les citoyens et les leaders de la planète. Retardé d'une petite heure, ce sommet qui rassemble tous les pays du continent américain à l'exception de Cuba travaille sur un projet de libre-échange commercial fortement encouragé par George Bush qui a saisi l'occasion pour répondre aux manifestants. S'ils protestent contre le libre-échange, je leur dis clairement que je ne suis pas d'accord. Le commerce est fondamental pour notre continent. Il engendre la prospérité, mais aussi la liberté. Pour la 2e journée consécutive, Québec fournissait ses armes ce matin. 25 000 manifestants sont attendus pour faire entendre leur voix et dénoncer la mondialisation et les inégalités sociales. Les organisateurs ont toutefois promis que ce défilé-là serait pacifique. Je vous propose maintenant de nous intéresser à ce drame silencieux en Afrique qui constitue pourtant, d'après le HCR, le problème majeur de réfugiés dans le monde à l'heure actuelle. La guerre de Sierra Leone se déplace vers la Guinée, prenant en otage au moins 200 000 personnes. Ces derniers jours, les ministres français et britanniques de la coopération étaient sur place pour tenter de trouver une solution et apparemment leurs visions sont diamétralement opposées. Reportage de nos correspondants permanents Éric Meunier et Roger Motte. Brahima, depuis quand es-tu réfugié en Guinée? Depuis 1991. Et quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Ne parlez pas à Brahima, enfant de Sierra Leone, de son pays natal. Ses souvenirs sont trop lointains. Depuis 10 ans, Brahima et des centaines de milliers de ses compatriotes mènent une vie de réfugiés fuyant les rebelles sierra-léonais du Front révolutionnaire uni, le sinistre ROUF. Des rebelles qui depuis quelques mois menacent aussi 7 languettes de Guékédou en territoire guinéen, là où se concentre l'essentiel des camps de réfugiés. Alors, pour Brahima, ce camp de Katkama n'est qu'une étape, le temps d'un ravitaillement. Bientôt, il faudra partir plus loin encore. Partir, mais où? Sur la question, la communauté internationale est divisée. Les ministres de la coopération français et britanniques, pourtant en visite conjointe dans la région, eux-mêmes s'opposent sur le sujet. La Grande-Bretagne voudrait reloger les réfugiés ailleurs en Guinée, les Français les rapatrier directement en Sierra Leone. Et chacun, côte à côte, de chercher auprès des réfugiés eux-mêmes matière à conforter son point de vue. Vous voulez rentrer, mais vous savez bien que c'est loin d'être sans risque. Et vous voulez quand même revenir? Oui, mais ici je rencontre les mêmes problèmes. Alors, vaut mieux encore rentrer chez moi. C'est patent, en Sierra Leone, le déploiement des troupes britanniques et de plus de 12 000 casques bleus, la plus vaste opération de maintien de la paix dans le monde, a sensiblement changé la donne. Dans 2 tiers du pays, le calme est revenu, comme dans ce camp, en fait un village qui se construit pour les premiers réfugiés de retour au pays. Mais 200 000 au bas mot
manquent encore à l'appel. En Sierra Leone, les secteurs visités par les ministres sont loin des zones encore tenues par les rebelles. Difficile donc de se faire une opinion très tranchée sur le niveau de sécurité atteint dans le pays. Les deux délégations sont donc reparties en campant chacune sur l'opposition. La coopération diplomatique franco-britannique est en marche, mais la route est longue. Les 75 ans de la reine Elisabeth II dans l'intimité du château de Windsor. La souveraine continue de régner inlassablement sur la Grande-Bretagne, un pays égratigné ces derniers temps par quelques nouveaux scandales qui défraient la chronique royale. Claude Sampère. La Grande-Bretagne a toujours su fêter l'anniversaire de ses monarques. Aujourd'hui, la reine Elisabeth II a célébré ses 75 ans dans une totale intimité au château de Windsor, en compagnie de son époux le prince Philippe, mais en l'absence de ses 4 enfants. La reine, toujours très alerte pour son âge, s'est offert ce matin une longue promenade à cheval. Selon tous les spécialistes, la reine Elisabeth apparaît aujourd'hui comme l'ultime rempart d'une monarchie très critiquée. Je pense que la reine est le dernier pilier de la monarchie. Dans le monde politique actuel, c'est la personne la plus populaire. 10 fois plus que le Premier ministre. À la mort de son père, George VI, le 6 février 1952, Elisabeth II accède au trône. Tout au long de son règne, les grands de ce monde seront impressionnés par sa discrétion et sa sérénité. Aujourd'hui, son rôle politique est réduit au strict minimum. Chaque année, lors du discours du trône, elle lit au Parlement le programme du gouvernement. Ses fonctions sont surtout protocolaires. On l'aperçoit le plus souvent en train d'inaugurer un hôpital ou de s'amuser aux courses à Ascot. Depuis quelques semaines, la monarchie britannique traverse une nouvelle fois une période de tempête. La presse s'en est donné à cœur joie avec le scandale de la comtesse Sophie de Wessex, la belle-fille de la reine piégée par un journaliste déguisé en cheikh arabe, une interview explosive. Il y a toujours eu des tentatives pour déstabiliser la famille royale, mais elle s'en est toujours sortie. La royauté a plus de 1000 ans et elle ne va pas disparaître à cause de quelques unes de journaux. Plus récemment, la reine a dû faire face à une nouvelle avalanche de critiques concernant sa fortune. Certains parlementaires ont même demandé que toute la famille royale rende public l'ensemble de ses revenus. Face à ces nouvelles critiques, la reine, comme à son habitude, est restée silencieuse. Aujourd'hui, elle a fêté en toute tranquillité, en privé, son anniversaire ici, dans son château à Windsor, imperturbable. En fait, la reine Elisabeth a reçu un très joli cadeau ces derniers jours. Selon les derniers sondages publiés sur la monarchie, plus de 70% des Britanniques restent aujourd'hui attachés à la monarchie. Nous vous annoncions hier les très grandes difficultés du géant mondial de téléphonie mobile, le groupe suédois Ericsson, avec l'annonce de 12 000 suppressions d'emplois. L'occasion pour nous de nous intéresser à ce pays, la Suède très en pointe en Europe. On compare facilement la région de Stockholm à la Silicon Valley, car malgré la crise affichée d'Ericsson, vit et se développe un secteur de haute technologie avec notamment l'accès pour tous ou presque à Internet. Pascal Golomer, Christian Leroux. Lorsqu'il se rend à son bureau dans le parc technologique de Kista, Per Lembre passe forcément devant l'immeuble d'Ericsson, le géant historique installé ici depuis 25 ans. Géant aujourd'hui mal en point, mais Per veut rester optimiste. Kista ne dépend pas du développement d'Ericsson, plus autant qu'avant. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres grandes entreprises, des plus petites aussi, qui ont établi ici leurs bureaux ainsi que leur centre de recherche. Aujourd'hui, près de 400 sociétés, toutes spécialisées dans la téléphonie mobile et Internet, ont choisi Kista. L'université s'est installée à leur côté, 3000 étudiants, futurs ingénieurs de haut niveau. C'est d'ailleurs une innovation dans l'Internet rapide, mise au point dans les labos de cette université, que Per Lembre commercialise sur le marché suédois. La Suède a été capable de s'adapter très rapidement à toutes les nouvelles technologies. Donc c'est un marché très attirant lorsque vous voulez innover. Et si la Suède a pris une telle avance, c'est aussi parce que l'État a beaucoup investi, en réduisant les taxes sur les achats d'ordinateurs, en équipant les écoles au plus vite. Dans cette banlieue de Stockholm, par exemple, on compte un ordinateur pour 5 élèves avec accès à Internet pour tous. 60% de la population suédoise est connectée. Une aubaine évidemment pour eBazaar, un site internet français. Des Français épatés par ce pays, capables d'innover sans renier sa culture du temps libre.
Le temps passé avec la famille est une notion essentielle en Suède. Les sports, les loisirs, l'hygiène de vie sont presque des raisons de vivre. Dans ce contexte, effectivement, développer des technologies, de l'information, permet de gagner du temps, d'avoir plus de temps à la famille. C'est une façon concrète d'améliorer sa vie. Bien sûr, les récents déboires d'Ericsson inquiètent l'opinion suédoise. Mais il en faudrait davantage pour entamer l'assurance d'un pays qui rêve de devenir à nouveau un modèle pour toute l'Europe. Une page médecine, les journées nationales de la polyarthrite, avec la nécessité pour aider la recherche génétique de faire appel à votre solidarité. Cette maladie touche quelques 400 000 personnes en France. Diego Garcia et Christophe Pouchoulin sont allés à la rencontre d'une femme qui vit depuis plus de 24 ans avec cet handicap. Alors pour la bouteille d'eau, en principe, j'arrive pas à la défaire, hein, ou alors il faut que le bouchon ne soit pas serré. Pour ce bocal en verre, là, je n'arrive pas à desserrer. De simples gestes quotidiens devenus, au fil des ans, impossibles, voilà pourquoi Madame Morin vient d'être opérée de la main gauche. La chirurgie lui permettra de retrouver en partie l'usage de ses membres abîmés par la polyarthrite rhumatoïde, une maladie très invalidante et en prime, la souffrance au quotidien. Il y a des jours où c'est plus fort que d'autres, ça dépend de l'endroit qui est pris. Mais on peut dire que c'est en permanence, tantôt à un endroit, tantôt à un autre. Mais les mains et les pieds, c'est pratiquement tout le temps. Pour Madame Morin, cette maladie rhumatismale avait gagné trop de terrain. La chirurgie était devenue indispensable. Pour qu'une main fonctionne correctement, il faut que les tendons soient dans l'axe des doigts. Vous voyez sur une main a priori normale que les tendons sont juste dans l'axe du doigt. Dans la polyarthrite rhumatoïde, la déformation des doigts les fait partir de ce côté-ci et les tendons tombent dans ce petit espace ici. Tombant dans cet espace, ils ne remplissent plus leur rôle et il n'y a plus de préhension correcte ni de force. Une fois les tendons remis dans l'axe, le chirurgien a redonné une forme correcte au pouce, permettant ainsi une meilleure préhension. Après l'opération, une rééducation quotidienne. Pour contrer cette affection qui détruit les articulations, médecins rhumatologues, chirurgiens et rééducateurs travaillent en parfaite complémentarité. Les traitements médicaux et la rééducation permettent même de repousser l'échéance de la chirurgie. Là, j'essaye de lui faire travailler des petits muscles au niveau des doigts en favorisant les articulations dans des positions correctes, alors qu'elle a tendance à se déformer dans des positions différentes. Enfin, pour soulager et aider ces malades, des objets adaptés à leur handicap. Aujourd'hui, l'espoir de vaincre ce fléau existe grâce à la recherche génétique notamment. Mais il faudra attendre encore une dizaine d'années avant d'avoir des résultats probants. Journée d'action nationale des motards qui ont une nouvelle fois décidé de manifester un peu partout en France contre ce qu'ils appellent le racket routier. En d'autres termes, ils demandent davantage de sécurité et la gratuité des autoroutes. L'exemple à Nice où quelques 400 motards ont défilé sur la promenade des Anglais. Nathalie Jourdan, Hervé Pouzeau. Quand on prend une courbe sur le zébra et que c'est mouillé, je vous dis pas le résultat. Michel est un motard prudent, il sait que la vigilance ne le met pas à l'abri d'un accident. Sa principale hantise sur la route, c'est ce qu'il appelle les rails guillotines, les glissières de sécurité. Imaginez un motard qui vient à glisser et passer sous ce rail, et tous les pieds qui sont au support du rail, à chaque fois que le motard touche un de ses pieds, il perd un pied, un bras, une main, un poignet. Le doublement des rails est un leitmotiv chez les motards depuis des années. Tout comme l'abaissement de la TVA sur les équipements de sécurité. Un casque est aujourd'hui taxé à 19,6% comme les produits de luxe. On se bat pour les éléments de sécurité, aussi bien pour les casques, les bottes, que les plaquettes de frein, que les amortisseurs, que les sièges auto pour enfants dans les voitures. Donc les éléments de sécurité, c'est les éléments de sécurité partout, pas exclusivement pour les motards dans un cadre sur la route. De la sécurité, il en est encore question lorsque les motards en colère de la Côte d'Azur se rendent au péage. Leur solution pour réduire le nombre d'accidents est plus populaire qu'une campagne d'information du gouvernement, c'est la gratuité des autoroutes. Ce sont les routes les plus sûres, sans aucune discussion, et ce sont les seules routes sur lesquelles on paye. Avoir les autoroutes gratuites serait une véritable action de sécurité routière, bien plus que de poser des radars de partout. Leurs doléances sont nombreuses, mais les propriétaires de deux roues les justifient par un seul chiffre. En 99, 901 motards ont perdu la vie sur les routes de France.
Ce matin, la ville de Pau était en deuil pour les obsèques de Robert Paparamborde, l'ancien international de rugby qui s'est éteint en milieu de semaine des suites d'un cancer. Une cérémonie religieuse a eu lieu en milieu de matinée en l'église Saint-Martin en présence de plusieurs milliers de personnes. Le cercueil était recouvert du maillot des Barbarians porté par ses compagnons. Parmi les personnalités, la présence de plusieurs capitaines de l'équipe de France, des leaders politiques et l'ami de toujours Jean-Pierre Rive. Une minute de silence à la mémoire de Robert Paparamborde sera respectée tout le week-end sur tous les terrains de France. C'est le sport qui reprend ses droits, le rugby, avec cette première historique pour le Stade français qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe en battant l'équipe de Münster 16-15. Nathanaël Derenx. D'accolade en accolade, les joueurs du Stade français n'en finissent plus de célébrer leur victoire. Encore un dernier corps à corps. Cet après-midi, face aux Irlandais de Münster, les Parisiens en bleu ont souffert. Dès le début de la rencontre, les buteurs se livrent un duel à distance. Diego Dominguez marque, Ronan O'Gara égalise. Les deux équipes se tiennent jusqu'à cette attaque collective du Stade français. 8 joueurs vont toucher le ballon, un modèle d'essai et Cliff Myton qui aplatit. Dominguez transforme. À la mi-temps, le Stade français mène 16-6. Cette demi-finale bascule à la 50e minute lorsque l'arbitre refuse cet essai aux Irlandais. O'Neill n'aurait pas aplati dans l'embut. Le ralenti prouve le contraire. Malheureusement pour Münster, en Coupe d'Europe, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Énervés, les Irlandais pressent et poussent les Français à la faute. Dominici craque le premier, il est expulsé pour ce mauvais geste. O'Gara, lui, continue d'enchaîner les pénalités. 16-9, 16-12, Münster revient. Mais Münster échoue à 1 point du club parisien. Score final 16-15, le Stade français va disputer la première finale européenne de toute son histoire. Aujourd'hui, au Fouquet's, tous les acteurs de théâtre nominés pour la cérémonie des Molières étaient réunis. Cette cérémonie des Molières sera, comme chaque année, retransmise sur France 2 en direct du théâtre Marigny. Rendez-vous donc le lundi 7 mai prochain. Après plusieurs années de silence, le retour d'Axel Bauer qui nous revient avec un 4e album. Dans quelques jours, il commencera une nouvelle tournée, découverte ou redécouverte de celui qui a passé de nombreuses années en Angleterre. Olivier Lenouza, Frédéric Serruli. En 1983, un moussaillon chanteur embarque dans un cargo et vogue le succès. 1,5 million de disques vendus, un clip réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Mais voilà, le bateau est trop gros, trop rapide, il se fracasse en mer. Comment considère-t-on le succès à cet âge-là? Ça vous chauffe pas trop la tête? C'est sûr que ça change beaucoup la vie. Le navire se transforme en galère, l'air du grand large de l'oubli. Axel Bauer a jamais enchaîné à son cargo. À mon niveau artistique, ça ne me pose aucun problème que cette chanson ait marché. Voilà. La marche d'un solitaire, l'après-cargo. Un chanteur KO qui multiplie les échecs commerciaux. 17 années à ramer. Et puis tout semble repartir. Une nouvelle tournée pour présenter le disque de la délivrance, Achille, le 4e album d'Axel Bauer. Mes choix artistiques sont faits par rapport à du ressenti et si mon ressenti me pousse à aller dans une direction qui comporte un risque, je suivrai plus facilement mon ressenti. On avance comme tous les jours. Et on court, la tête haute et les poings serrés. Très bien. En 1983, le chanteur rebelle voulait tatouer son âme à son dégoût. Mon âme n'est pas tatouée, mon âme est complètement libre, monsieur. Oui, personne n'est parfait. On se cache pour pleurer.
Aujourd'hui, le rocker a le cœur plus léger et tente d'effacer une bonne fois pour toutes les fantômes du passé. Le monde de la musique en deuil avec la disparition hier à Berlin du chef d'orchestre italien Giuseppe Sinopoli qui est décédé alors qu'il dirigeait une nouvelle production d'Aïda. À la fin du 3e acte, le musicien a été foudroyé par une crise cardiaque. Il avait 54 ans. Il était l'un des chefs d'orchestre les plus réputés au monde et avait ces dernières années dirigé différentes productions, notamment au Festival de Bayreuth. Cet homme à la carrière internationale était également compositeur et docteur en médecine. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Les rues de Calais envahies par des milliers de manifestants venus protester contre la vague de licenciements en France. C'est le Parti communiste qui avait organisé cette journée de protestation aux côtés des petits luttes de Calais. Contre les risques de disparition du monde rural, la FNSEA mobilise un peu partout en France. Luc Guyot veut sensibiliser l'opinion publique. De nombreux agriculteurs ont répondu à l'appel, mais les chiffres sont en deçà de l'espoir affiché. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h50, le plus grand cabaret du monde, animé par Patrick Sébastien. Demain à 7h, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit Agnès Varda. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.